Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais vous parler de la prise en charge des sténoses laryngotrachéales et surtout après chirurgie externe. Donc, les sténoses laryngotrachéales se définissent comme une diminution du calibre de la linière laryngotrachéale. Ce calibre est bien sûr fonction de l'âge et du poids de l'enfant, et généralement, ça donne un retentissement sur la fonction. C'est pour ça que la plupart de nos malades nous viennent trachéotomie. Ces sténoses peuvent être congénitales ou acquises. Nous allons nous intéresser surtout aux sténoses acquises. Cependant, juste un exemple de sténose congénitale, une atrésie ou une palmure laryngée qui est assez fréquente. Généralement, c'est très facile à traiter au laser. Donc, il suffit d'avoir un protecteur et de libérer les deux cordes vocales. Cependant, souvent, on a des resténoses. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, comme vous voyez sur l'autre diapositive, vous avez ici, en fait, un petit artifice. Il s'agit d'une aiguille de trocar par laquelle on introduit du fil. Et là, donc, vous pouvez introduire un élastique qui va se poser, que vous allez poser au niveau de la commission antérieure, ce qui va permettre de diriger la cicatrisation et d'empêcher les récidives. Et vous voyez, là, il est mis en place et il est rentré dans les 3 semaines. Donc, comme je vous ai dit, on va s'intéresser surtout aux sténoses laryngotrachéales acquises chez l'enfant. C'est une des complications les plus importantes de l'intubation endotrachéale prolongée, de la région sous-glottique au premier anneau trachéo. Il y a de nombreux progrès qui ont été faits, une grande variété de techniques. La prise en charge reste difficile, rendant cette pathologie une des plus difficiles de la spécialité. Cependant, vous allez voir que le laser est un apport qui est pratiquement indispensable pour faire ce genre de chirurgie. Alors, les étiologies, c'est, comme on l'a dit, une intubation prolongée, c'est la plupart de nos patients, mais elle peut être post-traumatique. Généralement, c'est les accidentés de la voie publique qui ont des intubations prolongées, les prématurés, les pathologies respiratoires aussi, pathologies cardiaques, pathologies neurologiques. Alors, la durée de l'intubation, elle est en moyenne de 21 jours dans notre série, et elle peut parfois être prolongée jusqu'à 2 mois dans certains cas. Alors, les circonstances de découverte, c'est bien sûr la dyspnée inspiratoire aiguë, mais on peut avoir dysphonie, des troubles de la déglutition. Les délais d'installation dans notre série, c'est de 1 heure à 1 an. La trachéotomie est pratiquement faite chez la plupart des malades, 100% pour certaines séries, 83% pour nos patients. Alors, l'examen clinique est très important. La nasofibroscopie chez ces enfants, quand elle peut être faite, c'est d'un apport indéniable sur la morphologie, les tâches glottiques et sous-glottiques, sur la dynamique laryngée, surtout sur la sensibilité supraglottique, qui est très importante. Et donc, il faut une attention particulière en période post-opératoire si cette sensibilité est diminuée. Alors, par contre, l'endoscopie est très importante, permet d'apprécier le degré de la sténose, son étendue, en hauteur, sa distance par rapport au corde vocale, au cartilage cricoïde et à la carène. Le degré d'inflammation de la muqueuse est très important et bien sûr ça va vous permettre de grader la tumeur. L'imagerie est très importante, elle a des avantages certes, des inconvénients sur le siège et les grades de la sténose et sur 19% de faux positifs pour l'atteinte du plan glottique et 19,2% de faux positifs pour le grade. Ce qui fait qu'il vaut mieux associer TDN et endoscopie pour un bilan exhaustif. Alors, délai de prise en charge, notre série c'est à peu près 30 mois. Quel est l'âge au moment de la prise en charge? Ça c'est un sujet de départ. Il y a qui prône un traitement précoce, lever rapidement l'obstacle et éviter les complications de la trachéotomie.
D'autres préfèrent temporiser pour éviter de compromettre la croissance du larynx. À notre série, la moyenne d'âge de notre intervention était de 9 ans. Le traitement médical est essentiel, corticothérapie, antibiothérapie, traitement anti-reflux bien sûr. Le traitement endoscopique peut être fait en première intention pour les grades 1 et 2. Cependant, généralement, il accompagne la chirurgie à ciel ouvert qui peut être une laryngoplastie d'agrandissement plus calibrage ou une résection crico-trachéale. Alors, l'incision est horizontale ou verticale. Elle va permettre d'exposer de l'ostéoïde au premier anneau trachéo. Le patient ou la patiente ici, elle est en décubitus dorsal. La trachéo, généralement, c'est des patients qui sont vus en deuxième intention, etc., donc qui ont été déjà trachéotomisés. Généralement, la trachéotomie n'a pas été faite dans de bonnes conditions, donc ne pas hésiter à faire donc, un sacrifice cutané. Là, la section sagittale du cartilage thyroïde doit toujours coïncider avec la commission antérieure, ne pas squelettiser les cartilages et donc leur priver de leur péricône. Examen, bien sûr, institut des lésions et donc libération des brides et exérèse ou section antéro-postérieure des lésions sténotiques. Là, vous avez un de nos patients, donc trachéotomisé bien sûr, et vous avez donc laryngofessure, et là on traite les dégâts causés donc, par cette sténose et on libère ce qu'on peut libérer. Alors, on procède à une incision verticale que cricoïdienne cette fois, et il faut aussi sectionner le cricoïde, donc section postérieure du cricoïde. Cette section doit être très prudente parce qu'il y a un risque d'ouverture de la muqueuse œsophagène dans ce cas, donc on rate l'intervention. Chez l'enfant, dans notre série, on fait plutôt un agrandissement antérieur et postérieur vu l'exiguïté du larynx de l'enfant, donc on ne peut pas faire autrement. On va poser notre cartilage entre les deux bords du cricoïde sectionné pour permettre l'agrandissement et bien sûr donc essayer de... Généralement il est impacté parce que les deux bords du cricoïde ont tendance à revenir à la place, mais il vaut mieux s'assurer avec des fils de suture à ce niveau. Puis vous avez pose du tube de Montgomery. Enfin donc on procède à une pose du cartilage pour un agrandissement antérieur aussi, qu'on fixe bien sûr pour avoir donc, une stabilité à ce niveau. Donc ici, un de nos patients où on a donc la laryngofessure qui est visible là, et vous avez ce cartilage généralement costal qu'on impacte au niveau des deux bords des cricoïdes et qu'on stabilise par des points de suture. Tout juste après, donc on va mettre en place le tube de Montgomery, et bien sûr il y a toujours, comme l'a dit ici Bebral, donc il y a une certaine connivence avec l'anesthésiste qui doit jongler avec vous parce qu'en en fait on travaille dans les mêmes endroits, donc forcément il faut s'entendre. Ici donc le patient respire par le tube de Montgomery qui a été préalablement bouché au niveau de sa partie proximale pour permettre au patient de respirer. Là vous avez donc l'agrandissement antérieur qu'on fixe aussi, puis donc, on va suturer les muscles sous-hyoïdiens. Là, le prélèvement de cartilage, donc le cartilage costal, généralement au niveau de la 6e côte, décollement sus-péricondral sur la face antérieure et sous-péricondral au niveau de la face postérieure, pour éviter le pneumothorax. Un pneumothorax d'un enfant est très vite réparé donc, par des points de suture sans avoir besoin de faire un drainage thoracique. Idéalement, il faut le tailler bien sûr en navette avec double épaulement. La face péricondrale du greffon est mise en intraluminal. Alors le tube de Montgomery, il ne faut pas qu'il dépasse
Si la sténose est bien sûr, donc il y a une participation glottique, il faut qu'il soit mis en transe glottique, mais sans jamais dépasser le plan des arythénoïdes. Sinon, vous allez avoir des fausses routes. Les complications, c'est le granulome, c'est les surinfections, les poux, la trachéomalacie, le déplacement du tube. La durée d'hospitalisation a été à peu près de 15 jours en moyenne chez nos patients, et la durée du calibrage, elle a été en moyenne de 1 an, parfois beaucoup plus, chez certains malades. Alors, les complications précoces, c'est le bouchon muqueux, donc il faut faire attention surtout les premiers jours, mais après, les malades s'adaptent très bien à leur tube de Montgomery et vivent normalement. Donc, les fausses routes, l'emphysème cervical, surtout les premiers jours, quand il y a lâchage de suture, l'infection respiratoire, la mortalité est présente dans certains séries, donc cause surtout les bouchons et surtout l'infection. Les complications tardives, vous avez la dysphonie, les troubles de la déglutition, les resténoses, les déplacements du tube, la trachéomélacie et les granulomes. Donc on va voir certains cas. Beher, il a 9 ans, il a eu un accident de la voie publique, intubation prolongée, sténose sous-glottique à 80%, chirurgie d'agrandissement, tube de calibrage, apparition après 5 mois de granulome. Donc, voilà, le granulome qui cache un tout petit peu le tube de Montgomery. Donc, il faut prudemment, avec un protecteur, enlever ce granulome pour permettre aux patients de respirer mieux par les voies naturelles. Et là, en fin d'intervention, on va voir le tube apparaître ici-bas. Alors, le même patient, il nous a posé aussi, donc ça s'est bien passé après, et au moment de l'ablation du tube, il y a eu, bien sûr, des tissus de granulation sous-glottique. Alors, c'est assez fréquent lorsque vous enlevez le tube. Vous avez l'impression que tout est OK, donc ça a tenu, mais après, il y a des granulomes qui nous viennent, ils sont pédiculés, ils viennent soit de la face antérieure, soit de la face postérieure. Ceux de la face postérieure, donc, ils sont plus difficiles à traiter, et donc, il ne faut pas hésiter à libérer les voies aériennes, donc enlever ces granulomes au niveau de leur pédicule, pour pouvoir dégager les voies respiratoires, pour pouvoir voir l'orifice de trachéotomie. Là, en l'occurrence, vous le voyez. Ne pas hésiter de remettre le tube, laisser reposer la muqueuse pour éventuellement, avant d'enlever le tube, vérifier que la muqueuse est stabilisée. Alors, là, c'est une patiente Imen, âgée de 11 ans, accidentée de la voie publique, intubation prolongée, elle a une sténose glottique avec un type R8. Elle a eu une chirurgie d'agrandissement, toujours avec un agrandissement antérieur et postérieur. Là, on voit son larynx avant l'intervention. Alors, on a eu un échec à la première décanulation. Vous voyez tous ces tissus de granulation. Pourtant, le calibre du larynx existe, il est bon. Donc, il ne faut pas hésiter à enlever toutes ces granulations et remettre le tube, laisser reposer la muqueuse. Et ici, lorsque la muqueuse est stabilisée, on peut éventuellement retirer ce tube. Et ceci, généralement, c'est autour de 1 an.
Voilà, ça permet de vérifier l'état de la muqueuse à travers le tube de Montgomery. Là, c'est notre patient, Mohamed, âgé de 8 ans, toujours c'est des accidents de la voie publique chez les gamins. Il a eu une sténose sous-glottique complète. Il a été donc pris en charge dans un service, mais ça n'a pas marché. Et là, c'est une endoscopie avant chirurgie. Et c'est important de palper pour voir si éventuellement, donc il y a un petit pertuis ou un passage, et vérifier la mobilité. Là, il n'y a aucun passage, c'est un bras de calme. Donc il a été opéré, il a eu la même chose, donc un élargissement antérieur et postérieur. Et finalement, donc, le problème qui s'est posé en post-opératoire, c'est les fausses routes. Et en fait, le tube de Montgomery dépassait les plans des arrêts ennemis. Comme on ne pouvait pas retirer le tube parce que tout s'écroulera, on est proche de l'intervention. Éventuellement, donc on a fait un ajustement endoscopique, c'est-à-dire on a réséqué un peu de berge de ce tube par voie endoscopique et ça a marché. Mais malheureusement, à 3 mois, il a présenté des formations, des granulations que vous voyez. Et donc on était obligé de lui faire une séance laser pour réséquer ces granulations. Vous voyez, alors, en fait aussi, le fait de réséquer le tube par voie endoscopique, ça fait que les pores de ce tube étaient un tout petit peu effilochés, ce qui a favorisé certainement ces granulations. Et là, vous remarquez qu'on n'est pas assez prudent là pour... et on y va comme ça sur les granulums. Et en fait, ce patient nous a fait assez avant moi, et heureusement sans conséquence pour ce patient. Il a continué à faire des formations, des granulations à 7 mois, et chaque fois, donc, il fallait lui faire une résection pour qu'il puisse, parce qu'il a continué à vivre avec son Montgomery, et donc à respirer par les voies naturelles. Il n'y avait pas de problème dans ce sens-là, mais donc il fallait chaque fois réséquer ces granulums. Et à la fin, on était obligé de changer carrément le tube pour éviter le point de départ où on était obligé de réséquer un tout petit peu du Montgomery. On ne l'a pas réséqué convenablement. Et toujours le même malade qui fait des granulations comme ça. Et finalement, donc, il s'est stabilisé. Et par contre, au moment de l'ablation du tube, on retrouve donc de la granulation au niveau, cette fois, près du trachéostome. Donc là, on est au niveau de la trachée. Et donc, il y a ce granulum qui fait clapper chaque fois que le malade respire et l'empêche de respirer par la canule. Là, après ça, donc, le patient a pu respirer sans problème par les orifices naturels. Ici, c'est Sondos qui a 15 ans, l'endoscopie péropératoire. Vous voyez que pratiquement, donc, il n'y a pas de passage au niveau du larynx. Et là, elle a eu donc une chirurgie d'agrandissement. Et ça, c'est après donc chirurgie d'agrandissement avec le tube en place. Et là, vous avez donc la patiente après ablation du tube. Et vous voyez que le larynx reprend sa mobilité. Vous voyez que les cordes vocales recommencent à bouger. Alors, l'apparition d'une dyspnée légère à 2 mois après l'ablation du tube, et en fait, elle avait une petite sténose antérieure
qui ne réduisait pas en fait la trachée, et on a préféré l'abstention et la surveillance. Donc les complications tardives, c'est l'érosténose en fait. 20% peuvent être traités par laser, 15,5% c'est des reprises chirurgicales, et même on peut reprendre une deuxième fois la chirurgie. Pour nos patients, en moyenne, ils ont eu 3,25 interventions endoscopiques au laser chez chaque patient, avec ablation ou mise en du tube non comptabilisée après laryngectomie partielle à ciel ouvert, la laryngoplastie à ciel ouvert. Ces résultats confirment la complexité de la prise en charge, la prise en charge de la sténothérapie qui nécessite souvent plusieurs traitements et au bout, la décanulation n'est pas toujours possible. Donc, sténose laryngothoracique acquise de l'enfant post-radiation rare, grave, la prise en charge est difficile, l'endoscopie confirme le diagnostic, l'imagerie est très importante, le traitement c'est une collaboration étroite et dépend de l'âge, du siège et de la mobilité arythmique. Ça c'est Mohamed qui a eu l'inertion, ça c'est Behed, donc ça c'est la petite fille, c'est le petit dernier, j'espère qu'il va retrouver son sourire aussi. Je vous remercie. Merci pour cette communication, je crois que nous avons pris beaucoup de retard. Je remercie tous les orateurs et puis on va donner la parole à la salle. Mais si vous voulez, on aura 3 questions par communication. Bien. Alors, pour la première communication, le professeur Louadi. Est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Louadi? Je crois que le professeur Louadi a bien exposé le laser. On a une idée du laser, son utilité, les précautions à prendre et comment préparer le laser et la table. Alors, deuxième question, deuxième communication du professeur Sérieux. Oh oui, professeur Bégeleux. Est-ce qu'on peut avoir la lumière, s'il vous plaît? Merci. Voilà, dans le cadre du traitement laser, en pathologie non tumorale, est-ce que vous avez eu affaire à traiter des vases de langue hypertrophiées dans le cadre du syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Alors, personnellement non, parce que je ne m'en occupe pas, mais oui, il y a clairement des indications. Et il faut savoir actuellement, la majorité des équipes qui s'occupent d'apnée du sommeil avec hypertrophie de la base de langue font ça au robot, parce que, comme je vous l'ai dit, la chirurgie de la base de langue au laser est extrêmement difficile. Il faut vraiment avoir une courbe d'apprentissage, etc. Et alors qu'au robot, c'est beaucoup plus facile. Donc oui, clairement, il y a une indication de résection de base de langue au robot. Mais on peut le faire au laser si on maîtrise, mais actuellement, toutes les équipes peuvent faire au robot. Professeur Louadi. D'après le professeur Bedrani. Merci. Moi, je voulais juste savoir, dans le cas où vous réalisez de la laryngectomie supraglottique au laser, qu'est-ce que vous faites aux éléments embryonnaires? Parce qu'on sait que les tumeurs supraglottiques sont très lymphophiles, plus de 60% de lymphophile. On fait comme par voie externe, on fait un curage bilatéral dans le même temps. Et en général, on le fait avant la chirurgie au laser. Ça nous permet de lier les laryngées les artères laryngées supérieures et on a moins d'hémorragie. Oui, bien sûr, on fait les curages associés. Donc vous ouvrez quand même, et quand vous avez le gros T2, l'étage supraglottique avec l'envahissement de la loge HTE, vous revenez quand même pour faire un laser beaucoup plus simple, je pense, une chirurgie externe, une fois que vous avez ouvert de toute façon. On n'ouvre que les gouttières pour faire les curages, on ne touche pas du tout aux structures laryngées. Donc le but, c'est d'éviter une trachéotomie, une reprise de déglutition plus rapide. Donc non, si on a décidé de faire du laser, on fait les curages et on fait le laser. Et clairement, il y a des suites opératoires beaucoup plus simples pour les patients. Effectivement, le gros T2, je ne suis pas sûr qu'on fasse des gros T2, en tout cas des T3. Moi, je ne fais pas de T3 par voie transorale, sauf s'il y a un envahissement minime de la loge épiglotique. Il y en a qui font une
gros T3, moi personnellement non, au robot oui, mais pas au laser. Mais on fait l'écurage et on fait du laser derrière, du gros. Professeur Noël. C'était juste pour revenir au sujet intéressant qu'on avait discuté tout à l'heure à Marrakech par rapport à la chirurgie de la base de l'âme dans la salle du sommeil. Et bien sûr, la chirurgie au robot est extrêmement élégante. Je voudrais juste savoir quel est le... Mais bon, c'est sérieux, non, on ne fait pas. Je voudrais juste savoir et lui poser son avis, demander aussi son avis par rapport d'abord au coût du Da Vinci, deuxièmement par rapport au nombre d'indications, par rapport à la durée d'installation et par rapport au cost-effect de cette chirurgie de la base de langue au Da Vinci. Bon, effectivement, il y a le problème du coût. Un robot, c'est actuellement 2 millions d'euros. D'accord? C'est un robot qui n'est pas utilisé par les ORL, c'est d'abord utilisé par les urologues, par les gynécologues, surtout par les urologues. 80% des interventions au robot sont faites par les urologues. Donc ce sont les urologues qui achètent le robot, pas vous, déjà. En moyenne, une intervention au robot revient 2 000 € plus cher que si elle était faite par voie externe ou au laser. 2 000 €. En moyenne, comment? Voilà, c'est 2 000 € en supplément. En pourcentage de prix de l'intervention. C'est-à-dire les 2 000 €, qu'est-ce qu'ils représentent en pourcentage? Alors, ça dépend des pays, c'est difficile de comparer parce que j'ai pas de... C'est des données qui viennent des États-Unis et d'accord, donc je ne sais pas ce que ça représente, mais c'est 2 000 € en plus. Mais on gagne 1 heure d'intervention à 2 heures d'intervention quand on fait une chirurgie au robot versus laser. 1 heure d'intervention dans nos blocs à nous, c'est 1 000 €. D'accord? Par voie externe, c'est 21 jours d'hospitalisation en moyenne. Au robot, c'est 10 jours. Une journée d'hospitalisation en France, en tout cas, c'est 1 700 €. Donc, le calcul pour les ORL, il est vite fait. On est gagnant. Les patients sont gagnants, la sécurité sociale est gagnante. Donc, pour l'instant, on n'a aucun problème d'utiliser un robot dans notre centre. Au contraire, on nous pousse à utiliser un robot. Oui, parce qu'il faut le rentabiliser. Il faut le rentabiliser, on est d'accord. Mais c'est les urologues qui l'utilisent le plus. Actuellement, il est surutilisé. Il y a 2 interventions par jour au robot dans notre centre. Et nous, on avait, à l'époque, j'avais 2 interventions par mois. Là, j'en ai plus qu'une parce que on se bat pour avoir des créneaux opératoires. En ce qui concerne le temps d'installation, effectivement, premier robot, j'ai dû mettre en tout 8 heures. Actuellement, l'installation du robot, l'ouvre-bouche, l'installation du robot, 20 minutes. Et une fois qu'on est installé, faire une supraglottique basique, c'est 20 minutes aussi. Donc on perd pas de temps. J'aimerais juste que vous apportiez quelques précisions sur la terminologie de robot. Le robot, probablement, ça laisse toujours l'idée que c'est complètement autonome. En fait, ce sont des bras articulés que vous dirigez, exactement. Et donc, c'est des bras articulés qui reproduisent le mouvement du chirurgien et qui facilitent la précision. Ce n'est pas une autonomie totale. Parce que dans d'autres types de chirurgie, il y a la chirurgie robotisée qui est complètement autonome, sans l'intervention, disons, de l'être humain, juste la surveillance. Il y a plusieurs types de robots. L'ouvre-bouche, l'installation du robot, 20 minutes. Et une fois qu'on est installé, faire une supraglottique basique, c'est 20 minutes aussi. Donc on ne perd pas de temps. j'aimerais juste que vous apportiez quelques précisions sur la terminologie de robot. Le robot, probablement, ça laisse toujours l'idée que c'est complètement autonome. En fait, ce sont des bras articulés que vous dirigez, exactement. Et donc, c'est des bras articulés qui reproduisent le mouvement du chirurgien et qui facilitent la précision. Ce n'est pas une autonomie totale. Parce que dans d'autres types de chirurgie, il y a la chirurgie robotisée qui est complètement autonome, sans l'intervention, disons, de l'être humain, juste la surveillance. Alors, il y a plusieurs types de robots.
Il y a des robots autonomes en médecine, en chirurgie en tout cas pour l'instant. On en aura, mais voilà, il y a un robot pour les orthopédistes qui va fraiser les fûts fémoraux. Pour l'instant, bon, on n'est pas à l'heure actuelle au temps du robot. On va prendre le café et on appuie sur le bouton, on va prendre un café et le robot fait l'intervention. On va y arriver, mais on n'en est pas là. Actuellement, c'est un télémanipulateur, mais ça fait partie des robots. D'accord? Le Da Vinci est un robot, même si c'est qu'un télémanipulateur. Il y a une électronique, il y a des feedbacks. Donc c'est un robot, mais il n'est pas autonome, on est d'accord. On est au début de l'ère de la robotique, et je peux vous dire que dans les 20 ans qui vont venir, il va y avoir des bouleversements incroyables avec la robotique et la médecine. Il y a encore deux questions. Moi j'ai une question à propos de la rétinectomie, parce que je pense qu'il faut répondre à la problématique des indications. La rétinectomie, 6 mois, je ne sais pas pourquoi tu insistes dessus. Maladie diplégie laryngique, c'est-à-dire que pour le médecin en trachéotomie, dans notre pratique, je pense, je voudrais voir avec des collègues, on peut faire le geste dans l'immédiat pour éviter la trachéotomie, toutes les complications de cette diplégie laryngée. Je voulais insister sur ce message, parce que sortir sur l'indication du laser 6 mois après une diplégie laryngée, c'est lourd à gérer, c'est des choses. Et puis, même. La mobilisation est exceptionnelle, Dans tous les cas, vous êtes dans une cordectomie postérieure, à la limite, une improvise vocale à prendre avec vous. Ce n'est pas l'articulation qui est condamnée, mais en termes de bénéfice de cette chirurgie et le vécu de la personne pendant 6 mois avec une trachéotomie, je pense que le calcul est fait. C'est une réflexion qui est judicieuse. Tout simplement, pourquoi on a dit qu'il faut avoir une paralysie définitive? Pour deux raisons. D'abord, si on a une paralysie qui est transitoire, il ne faut pas faire une trachéotomie, mais on peut faire tout simplement une cordotomie horizontale. D'accord? Donc après, on n'a pas de trachéotomie. S'il a des nerfs les récurrents qui commencent à travailler, c'est une bonne chose. Donc on peut avoir donc une cicatrisation et le malade il n'a rien perdu. D'accord? S'il a une paralysie qui est définitive, à ce moment-là, on peut revenir. Mais dès le début, il n'a pas de trachéotomie. Donc, vous avez des cas de reprise sur les dépêchés dans ce souvent, on reprend, mais c'est à cause de granulomes, des ex-granulomes. Et généralement, moi, personnellement, j'avais beaucoup utilisé au début la cordectomie ou la cordotomie postérieure unilatérale. Et à maintes reprises, j'étais obligé de reprendre le malade une fois ou deux fois pour avoir le bon résultat. Puis par la suite, j'ai commencé d'emblée à faire une cordectomie bilatérale. Ça m'a donné d'excellents résultats et était pratiquement exceptionnel ce que je reviens là-dessus. Les arytoniodectomies, je les pratique pratiquement jamais. Je pense qu'avec une cordectomie postérieure bilatérale, ça suffit amplement pour le malade pour retrouver une bonne respiration et puis une voix qui est acceptable. L'ADA de la bilatérale, c'est la phonation. Je pense qu'il y a une discussion à faire avec le patient, accepter la phonation de qualité avec une respiration modérée. Si on veut respirer parfaitement, la phonation est Il faudrait quand même que les anciens parlent un petit peu. Cette technique, nous l'avons appliquée en 1992. On n'a rien inventé, c'est M. Romac qui nous l'a enseigné. Et il y a un cap, comme vous l'avez dit, qu'il ne faut pas franchir. Il faut laisser toujours la coque postérieure à l'intérieur. Parce que le seul problème, c'est le reflux. Mais on obtient une bien meilleure voix. Une voix qui est plus intéressante avec la rétinodectomie plutôt que la cordectomie latérale. Je voudrais juste revenir à votre question, professeur Tsouli, pour les 6 premiers mois où le patient, où on espère toujours avoir une récupération de la paralysie. Il faut savoir aussi utiliser une technique qu'on n'utilise pas beaucoup, et c'est l'indication avant les 6 premiers mois, c'est la latérofixation de la corde vocale. Donc on peut utiliser des latérofixations de la corde vocale, qui est une technique réversible,
et qu'après 6 mois, on revoit le patient. S'il récupère, c'est bon. S'il ne récupère pas, on peut passer à la réticulectomie ou à la cordectomie. Merci. Madame, il y a des questions, madame? Par rapport à la question que j'avais posée, je vais faire très court, cordotomie ou cordectomie, tu es d'accord avec moi que cordotomie est suffisante et je me suis rendu compte en fait que, comme le vient de le dire Mustafa, la cordotomie bilatérale est un excellent moyen de reperméabilisation de la respiration. Mais en termes de fonction de respiration, de phonation, je préfère la rétinoïdectomie. Je reviens un petit peu à la rétinoïdectomie, parfois même dans des... J'avais réservé pour les récidives, pour les insuffisances, pour les reprises en cas de cordotomie insuffisante, mais je trouve que la reperméabilisation est vraiment formidable. Les différentes techniques se valent, hein, que ce soit là. Il y a certains auteurs qui associent et la cordectomie postérieure associée à la rétinoïdectomie partielle. Est-ce que je pourrais poser une petite question à notre... Bien, dernière question. Un autre collègue tunisien, parce que je n'ai pas très bien compris l'utilisation du laser dans les sténoses laryngées. Quelle est votre limite à partir de l'arcade dentaire inférieure sur les sténoses laryngées vous pouvez atteindre? Parce qu'avec un montage sur un microscope, ça ne va pas très loin. Là, ce que je voulais apporter, juste mon petit point de vue, c'est que personne n'a encore parlé de ça. Nous avons utilisé beaucoup le broncholaser. Et ça donne d'excellents résultats, le broncholaser, parce que ça vous permet d'aller en sous-glottique jusqu'au niveau pratiquement de la carène, pour des lésions qui sont limitées en hauteur. Oui, c'est vrai, mais de toute façon, il faut travailler avec ce qu'on a. Le broncholaser, c'est vrai que ça va aller en sous-glotte, mais on peut très bien se débrouiller par une petite artifice technique pour très bien contrôler toute la région sous-glottique sans aucun problème. Mais c'est vrai que disposer d'un bronchoscope, c'est beaucoup mieux, parce que là, on est dessus. Bien, je remercie l'assistant, je remercie les orateurs. Donc, nous avons fait le tour du laser, on a compris ce que c'est que le laser. On a vu quelle acrobatie pour la chirurgie carcinologique au laser. Il faut être bien expérimenté, avoir du bon matériel pour parer donc à tout saignement ou toute complication. Je vous remercie, je remercie M. l'assistance. Chers amis, on se retrouve juste après la pause café, dans 10 minutes s'il vous plaît, pour vos séances intéressantes sur le laser et l'otologie et le laser et la plastique de la face. Merci beaucoup.